Salut. Pour ceux qui auraient un peu maté mes shorts, ce ne sera pas un secret, je suis un très grand fan du manga Dreamland. J'ai découvert l'œuvre il y a un peu plus de 10 ans, et pour l'anecdote, à ce moment-là j'avais sensiblement le même âge que Terence. En résumé, je lisais l'histoire d'un gars qui passait le même bac que moi, dans la ville où j'allais régulièrement faire la fête avec mes potes. Ce truc-là m'avait complètement cassé le cerveau à l'époque, et je ne compte pas le nombre de personnes à qui j'ai recommandé de lire Dreamland. Mais en fait, après coup, je me rends compte que j'ai longtemps réduit Dreamland au fait qu'il s'agissait d'un manga français. C'était genre le truc que je vendais à chaque fois que j'en parlais, et finalement, c'était assez réducteur. On ne peut pas convaincre quelqu'un de s'aventurer dans une aventure aussi riche et complexe que Dreamland, simplement parce qu'il s'agit d'un manga français. Dreamland est une œuvre à part entière qui se doit d'être jugée comme n'importe quel autre manga du genre, et c'est par ce prisme-là qu'on rend au mieux hommage au génie et à la beauté de l'univers de Renaud Lemaire. Faut savoir que j'ai écrit 2 vidéos pour vous parler de Dreamland. La première c'était il y a un peu plus de 2 ans, elle devait sortir juste après mes 2 vidéos sur GTO, mais après coup, j'ai relu le manga, j'ai relu ce que j'avais écrit, j'ai énormément procrastiné, et puis finalement ça me convient plus vraiment. Donc j'ai préféré repartir de zéro pour vous pondre un truc bien frais, tout droit sorti de ma récente relecture du manga. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Dreamland, l'histoire se passe à Montpellier. Nous y suivons la vie de Terence, actuellement en terminale STG, qui vit dans un appartement avec son père et son frère. La maman de Terence est décédée lors d'un incendie alors que ce dernier était encore enfant. Suite à quoi, Terence a développé une véritable phobie pour le feu. Terence c'est un peu le boulet de sa classe, voilà, il est pas hyper populaire, il est un peu maigrichon et surtout il est très nul en cours. Mais alors qu'est-ce qui va bien pouvoir arriver à notre ami Terence pour que ce dernier devienne le héros d'un manga ? Eh bien en fait Terence il fait souvent le même rêve, un rêve dans lequel il reverrait sa mère dans un torrent de flammes l'appelait à l'aide. Une nuit pétrifié par la peur, Terence prendra finalement son courage à deux mains et défiera les flammes pour secourir sa mère. À l'issue de cet acte héroïque, son rêve lui apparaîtra tout à coup beaucoup plus réel. Il ne le savait pas encore, mais Terence venait de devenir un voyageur. Et les voyageurs c'est quoi ? Eh bien c'est tout simplement des rêveurs lucides. Le monde des rêves n'est pas une illusion, il est bien réel, mais pour que vous preniez pleinement conscience de son existence, il vous faut dompter votre peur la plus profonde. En défiant sa peur du feu, Terence a vaincu sa phobie le temps d'une nuit, et il est devenu un voyageur contrôleur de feu. Car oui, au sein de Dreamland, sauf dans de rares exceptions, les voyageurs disposent de pouvoirs en lien avec leur phobie. Dans un premier temps, Terence va consacrer ses premières nuits de voyageur à protéger les rêves des simples rêveurs, mais très vite, il apprend l'existence d'Edenia, un endroit de Dreamland dans lequel partent les personnes décédées dans la vie réelle. Cette découverte va faire l'effet d'une bombe dans le cerveau de Terence, se pourrait-il qu'il parvienne un jour à retrouver sa mère à Edenia. Accompagné de la bande qu'il se sera formée au cours de ses premières nuits de voyageur, les Lucky Stars partiront en quête de trouver Edenia. On va donc suivre les aventures d'un gars pas franchement charismatique, mais foutrement attachant, dans un monde onirique construit à partir de l'imaginaire des hommes. En se servant de l'infinité créative de l'être humain comme socle pour la réalisation de son univers, l'auteur s'est offert la possibilité d'introduire absolument tout ce qu'il désire dans son manga. Dit comme ça pourrait donner le vertige, d'autant que réaliser un monde autour des rêves et des cauchemars, ça revient à structurer un sacré bazar, mais par chance, Renaud Lemaire regorge d'une créativité qui n'a pas montré le moindre signe de fatigue en 21 tomes, et surtout, il semble avoir extrêmement bien planifié son histoire en amont. Savait-il à l'avance que construire son histoire autour des rêves serait l'outil parfait pour exprimer au mieux sa créativité ? Je n'en ai pas la moindre idée, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a très clairement su tirer profit de toutes les libertés que cela lui offrait. L'incroyable richesse de Dreamland. La première chose véritablement frappante dans Dreamland, c'est la quantité de personnages qui y est introduit. Chacun joue un rôle dans son coin en attendant que son destin croise celui des Lucky Stars. Pour vous dire, l'auteur se permet même de mettre en lumière l'espace d'un manga entier d'autres personnages que nos héros. C'est assez couillu car mal réalisé ça pourrait complètement casser le rythme, mais on comprend vraiment pourquoi Renaud Lemaire prend ce genre de risque quand on lit les mangas. Chaque projection basée sur d'autres personnages que nos héros est pertinente et surtout hyper importante pour la suite de Dreamland. Dreamland est un monde qui évolue indépendamment de ses héros. L'univers est bien trop riche pour que Terence et sa bande soient les seuls acteurs majeurs de ce monde onirique, et c'est hyper malin de la part de l'auteur d'en avoir tout de suite pris conscience. Détail assez amusant, Renaud Lemaire tient à ce que les mangas dédiés à d'autres personnages que nos héros tombent toujours sur des multiples de 5. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il trouvait ça fun qu'il puisse se créer de l'engouement autour de ces tomes-là. L'idée est assez dingue et ça témoigne vraiment du fait qu'il ne semble s'imposer aucune limite dans la réalisation de son manga. Ceci étant, s'imposer ce genre de contraintes ne doit franchement pas être facile, et avec tout le temps qui est passé depuis, je me demande comment l'auteur perçoit cette idée aujourd'hui. Sinon, pour rappel, le manga est partagé entre 3 grands groupes d'individus. Le premier, c'est évidemment les créatures de Dreamland. Ce sont des êtres qui n'existent pas dans le monde réel et qui n'existent qu'au travers de Dreamland. On les reconnaît par leurs oreilles pointues, c'est d'ailleurs assez pratique au début, et en gros, toutes les créatures sont rattachées à un royaume qui bien souvent est gouverné soit par un roi des rêves, soit par un seigneur cauchemar. Ensuite, on a les rêveurs, des individus comme vous et moi qui n'ont pas conscience de l'existence de Dreamland et qui vivent chaque nuit sans jamais réellement se souvenir de leurs rêves. Et enfin, en troisième, on a ces fameux voyageurs, d'anciens rêveurs qui ont pris conscience de l'existence de Dreamland.
Tout ce joli monde cohabite au sein de Dreamland, qui dispose de sa propre carte, se divisant en plusieurs territoires dans lesquels gouvernent les rois des rêves et seigneurs cauchemars. La puissance d'un royaume est grandement influencée par la peur et les rêves qui dominent les pensées des rêveurs. Ce truc-là est super bien exploité par Renaud Lemaire. Il y a une notion d'équilibre qui veut qu'un seigneur ne soit pas plus fort que ce que sa crainte inspire chez l'homme. Ainsi, on a vu au fil de l'histoire certains seigneurs perdre leur royaume, comme par exemple le seigneur cauchemar de la peste, maladie qui aujourd'hui n'existe plus dans l'époque dans laquelle nous nous trouvons, mais qui a longtemps été l'un des plus gros fléaux pour l'homme. Voilà le genre d'idée complètement folle qui a été développée dans le manga, et en même temps, tout ça c'est hyper nécessaire pour justifier l'utilisation des rêves dans le récit. Chacun des nombreux acteurs du manga évolue de son côté, tous ont des objectifs et des ambitions qui leur sont propres, même si une menace commune semble planer autour de Dreamland. En fait, je vous dis tout ça, mais pour vous donner une idée d'à quel point l'univers est riche, il est presque impossible de prévoir à quoi ressemblera le futur du manga. Prenons l'exemple de Terrence. Il n'a pas d'ennemi à proprement parler, mais il ne fait aucun doute, shonen oblige, qu'il conclura le manga sur un combat final. Mais du coup, contre qui? Asmodeus? Étonnant qu'un voyageur puisse venir à bout d'une créature de Dreamland de niveau 6. Gaïa? Il lui a promis de lui mettre une raclée, mais il y a aussi Attila, l'actuel numéro 1 de Dreamland, qui souhaite affronter Terrence lorsqu'il saura maîtriser son pouvoir. Et puis il y a aussi Charlie, dont on commence à comprendre qu'il tire son pouvoir dans le fait d'absorber les flammes. Peut-être qu'après avoir dévoré les plus puissants possesseurs de feu, il s'en prendra à Terrence. Mais il faut pas non plus oublier Shun, qui semble prendre une route opposée à celle de notre héros, sachant que quand Jung s'en est aperçu, il avait déclaré « Un jour, ces deux gamins prendront des chemins différents, c'est leur destinée, leur pouvoir est opposé ». Et vous voyez que toutes les personnes que j'ai citées ont le potentiel de devenir l'opposition finale du héros. Mais en parallèle à ça, Gaïa, lui, c'est Attila qui veut se farcir. Et puis d'ailleurs, il est loin d'être le seul, parce que qu'est-ce qu'il adviendrait de Siegen et Votan, qui souhaitent éliminer Attila pour venger leur peuple. Et du coup, si Attila ne meurt pas des mains de Charlie, quel est l'intérêt d'avoir développé ce truc autour du fait qu'il absorbe les pouvoirs des contrôleurs de feu? Et puis les gars qui veulent se farcir Attila, il en existe encore plein d'autres, avec chacun des raisons qui leur sont propres. Bref, je vais pas aller plus loin, mais en gros Dreamland c'est ça, c'est des dizaines et des dizaines de personnages mis en scène dans un même univers, et c'est absolument génial à suivre. Mais rassurez-vous, il y a quand même plein de détails semés un peu partout dans le manga pour nous aider à imaginer le futur de Dreamland. Vous l'aurez compris, le nombre gargantuesque d'intrigues qui gravitent autour des personnages secondaires est complètement bluffant. Mais c'est toujours fait avec beaucoup de subtilité et d'intelligence. Genre, prenez Jung l'Immortel, le gars qui va apprendre à Terrence l'existence d'Edenia. Dans le tome 2, il va dire la phrase suivante. Et dire que je suis le seul être de Dreamland à pouvoir me rendre à Edenia d'un simple geste. Alors à ce moment-là, le premier truc auquel on pense, c'est que la clé des songes, l'un des 6 artefacts uniques qu'il possède autour de son cou, lui permet de se téléporter directement là-bas. Raté. On apprendra dans le tome 9 que Jung est en réalité mort dans la vie réelle et que sa clé des songes lui permet d'être maintenu en vie au sein de Dreamland. Quand Jung dit que d'un simple geste, il pourrait se rendre à Edenia, il entend simplement par là qu'il lui suffirait de retirer sa clé des songes pour mourir définitivement et donc rejoindre Edenia. Plus récemment, on a appris les origines de Bibi, qui effectivement, dès le tome 2, s'était absenté la nuit après que Savane se soit fait rouster par Jimmy. Il y a plein d'autres exemples et il existe une infinité de petits indices laissés ici et là qui ne prendront visiblement sens que plusieurs centaines de chapitres plus tard. Exemple Toropikana, sûrement l'un des plus gros mystères du manga, et bien pour ceux qui n'auraient pas fait attention, un énorme indice est laissé par l'auteur dès le début du manga. Entre deux chapitres, l'auteur prend le temps de présenter certains personnages, et dans la présentation de Toropikana, il est écrit qu'il déteste le blanc, être enfermé, les médicaments, béni l'infirmier et l'endroit où il vit. Tout ça donne grandement l'impression que ce dernier se trouve dans un centre hospitalier contre sa volonté, et ça pourrait justifier par bien des manières ses amnésies chroniques et son côté très imprévisible. Comme je l'avais déjà dit dans mon short, Dreamland est une œuvre sur laquelle il y aurait facilement matière à théoriser tant Renaud Lemaire a introduit de choses. Et je reste persuadé que dans un monde où Dreamland obtiendrait enfin le succès qu'il mérite, il existerait des vidéastes spécialisés sur le sujet, un peu à la manière de ce que propose le Mont Corvo avec One Piece. Souvent les lecteurs questionnent Renaud Lemaire sur la probabilité de voir naître certains chapitres autour de personnages bien spécifiques. Et très souvent, l'auteur répond que tout ça est déjà écrit et qu'il doit trouver le temps de caler ça dans son récit. J'ai rarement autant eu l'impression de lire quelque chose d'aussi bien préparé. Y a aucun raté, mais l'histoire de Dreamland semble partie pour traîner encore plusieurs dizaines de tomes, et est-il vraiment possible de tout anticiper? On en vient à une autre grande force de Dreamland, c'est sa cohérence. Quand j'ai relu le manga, je me suis plusieurs fois demandé si l'évolution de chacun des personnages qui composent l'histoire et les relations qu'ils entretiennent étaient vraiment planifiées de A à Z. J'avais très envie de questionner Renaud Lemaire à ce sujet, mais c'est sur les derniers tomes que j'ai finalement obtenu une partie de ma réponse. L'auteur déclare avoir passé plus de temps que ce qu'il n'avait prévu sur certains arcs, du fait de la direction inattendue qu'ont finalement emprunté certains acteurs de l'œuvre. Il développe tout ça en expliquant qu'il ne trahira jamais la logique de ses personnages, et du coup, de par les personnalités qu'ils se sont construits durant les 21 tomes qui composent l'histoire, la conception qu'il se faisait du futur de son manga s'en est retrouvée altérée pour coller au mieux à l'identité singulière de chacun des individus qui composent Dreamland.
Il illustre ça en parlant des retrouvailles entre Sean et Terrence lors de la Celestia Fest, qu'il n'avait pas prévu de développer de cette manière-là. Lui qui voulait éviter le cliché de l'opposition entre le feu et la glace, s'est lui-même retrouvé prisonnier de la direction qu'ont choisi d'emprunter ces deux personnages. Alors dit comme ça peut sembler un peu tiré par les cheveux, mais en réalité quand un mangaka raisonne comme ça, c'est la garantie d'une cohérence constante dans le développement de ses personnages, et je trouve qu'au-delà des gages de qualité, ça témoigne de l'amour de l'auteur pour son œuvre. Le truc c'est que comme je l'ai déjà expliqué, Renaud Lemaire a déjà bien pensé son manga. Et j'espère donc que tout ça ne le bloquera jamais dans son processus d'écriture. J'en ai vaguement parlé dans ma vidéo sur Vagabond, mais ne pas vouloir trahir ses personnages peut rendre difficile la finalisation d'un manga aussi abouti, et je serais très curieux de connaître l'avis de Renaud Lemaire à ce sujet. Bon, et là pour ceux qui connaissent un peu le manga, vous savez qu'il nous reste un dernier axe à aborder, la vie de nos héros en dehors de Dreamland. Parce que oui, un des plus gros coups de génie du manga, c'est le fait d'avoir tenu à développer aussi bien la vie de nos héros au sein de Dreamland que celle à Montpellier. Ces moments hors Dreamland sont beaucoup plus calmes et légers, ce qui permet au lecteur de souffler entre deux nuits très agitées, et c'est, je pense, primordial vu la quantité astronomique d'informations qui peuvent nous être balancées sur certains chapitres. Encore que plus léger, oui et non. En apparence peut-être, parce que forcément, suivre le quotidien de nos héros à Montpellier, ça nous est beaucoup plus familier que les folies qui peuvent avoir lieu dans Dreamland. Cependant, cette seconde facette du manga dispose de ses propres enjeux et problématiques. Déjà, force est de reconnaître que Renaud Lemaire arrive parfaitement à nous transporter dans un univers très semblable à ce que nous avions connu à l'âge de nos héros. Terrence est la représentation parfaite du lycéen moyen, il est très peu intéressé par les cours, complètement dans la lune, pas particulièrement sûr de lui, et il est secrètement amoureux d'une fille de sa classe. Toutes ces caractéristiques vont créer une réelle proximité avec les lecteurs. Une première chose très intéressante dans le fait d'avoir développé l'histoire des héros en dehors de Dreamland, c'est de suivre l'évolution de la vie de chacun. Les enjeux évoluent et les responsabilités grandissent. Le Terrence du tome 1 n'est pas du tout soumis aux mêmes problématiques que celui des derniers tomes parus. On grandit et mûrit avec Terrence, et c'est très intéressant de voir l'évolution du personnage au fil du manga. L'étape post-bac est par exemple un tournant clé dans la vie des personnages, puisque les héros vont quitter le foyer familial, n'étudieront plus dans les mêmes endroits, et rencontreront de nouveaux individus. Ce genre de changement est hyper important, ça amène beaucoup de fraîcheur et introduit de nouveaux enjeux qui permettront d'apprécier aussi bien les moments dans Dreamland que ceux qui se passent à Montpellier. La bande des Lucky Stars est hyper drôle à suivre. Leurs soirées étudiantes sont complètement barrées, les dialogues sont géniaux, les moments à Montpellier peuvent passer d'un extrême à l'autre, on passe de chapitres complètement hilarants à des moments beaucoup plus sérieux, mais je n'ai jamais eu l'impression de m'ennuyer en les lisant. Cette connexion entre Dreamland et la vie réelle a été bien exploitée par Renaud Lemaire et crée des situations qui sont franchement pertinentes. Lorsque le héros débriefe sur la nuit précédente, planifie la suivante, lorsqu'il arrive de galères de réveil inopiné, tous ces petits connecteurs permettent de transitionner intelligemment d'un monde à l'autre sans jamais nous sortir de l'histoire. Depuis plusieurs tomes, on observe que Terrence se perd peu à peu entre Dreamland et la vie réelle. Il y a ce passage où il saisit une plaque de cuisson brûlante parce qu'il n'a plus peur du feu et qu'il en oublie que ça brûle. Terrence a de plus en plus de mal à joindre les deux bouts, et on en vient selon moi à l'un des aspects les plus intéressants que Renaud Lemaire a commencé à développer sur ses derniers tomes, le fait qu'il soit peu à peu reproché à Terrence de vivre plus au travers de Dreamland que de la vie réelle. Terrence, c'est quelqu'un d'assez nonchalant, qui s'intéresse à peu de choses, et c'est extrêmement bien vu de la part de Renaud Lemaire d'avoir exploité cet axe-là pour rester cohérent avec son héros. Terrence n'est pas particulièrement emballé par son quotidien à Montpellier. Du jour au lendemain, il vit dans un monde de rêve dans lequel il contrôle sa peur la plus profonde, apprend qu'il pourrait revoir sa mère et se forme une véritable bande d'amis autour de cet amour commun pour Dreamland. Dans Dreamland, Terrence est quelqu'un, et c'est parfaitement logique de le voir s'investir davantage dans Dreamland que dans sa vie personnelle. Mais tout ça, ça va inévitablement le conduire à négliger l'essentiel, et notamment sa relation avec Lydia. Le manga commence peu à peu à jouer sur ça, et j'ai vraiment hâte de voir comment Renaud Lemaire va faire évoluer cette intrigue. C'est parce qu'il existe ce genre de parallèle que la personnalité des héros est décuplée. L'histoire de Dreamland est très riche, et voir nos héros mis en scène dans un contexte plus léger, mais intelligemment amené, crée un rythme très agréable à la lecture. Jongler entre ces deux univers était un pari risqué pour son auteur, mais la réalisation est nickel, et en plus de toutes les bonnes choses que j'ai déjà citées, cela rend le manga très original. Bon, j'avoue que je me suis retenu de vous balancer que le manga était sous-coté durant toute la vidéo, mais je le pense sincèrement. Même si Dreamland est l'un, si ce n'est le manga français qui se vend le mieux, je peine à comprendre pourquoi il ne fait pas plus de bruit. C'est sans nul doute l'un des meilleurs shonen que j'ai pu lire, et il est toujours en cours de parution. Si vous êtes nostalgique de l'époque du Big Three, je vous invite grandement à aller dévorer les 21 tomes, l'œuvre de Renaud Lemaire transpire son amour pour le genre. Durant la vidéo, vous l'aurez peut-être remarqué, je soulève quelques interrogations. Eh bien, à l'image de Dreamland, j'ai moi-même eu envie de réaliser un petit foreshadowing dans cette vidéo. Vous l'aurez compris, j'ai eu l'honneur de pouvoir échanger avec Renaud Lemaire, un immense merci à lui d'avoir joué le jeu, cette petite interview de quelques questions est dans la description, et je vous invite grandement à aller lire ça car ça complète à merveille cette analyse. Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo, merci à Renaud Lemaire pour son accessibilité et sa générosité, ce sera tout pour moi, à très bientôt.